Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à Média Pro, l'émission qui parle de médias et surtout d'audiovisuel. Ce soir, on va parler de l'immigration, la place de l'immigration ou des gens de l'immigration en France. Et pour en parler, nous avons un invité de marque, un consultant qui est de passage ici en Algérie et qu'on a décidé de l'inviter pour Média Pro et qui va nous parler de son expérience sur une chaîne de télévision importante en France, CNews. Monsieur Karim Zeribi, bienvenue. Merci. Alors je rappelle, vous êtes homme politique, syndicaliste, mais aussi chroniqueur sur CNews depuis quelques temps et vous avez quand même travaillé beaucoup dans l'audiovisuel français, notamment sur RMC. Oui, j'ai eu un parcours politique et syndical par le passé. Tout à fait, oui. Donc, député européen. Je n'ai plus de responsabilité aujourd'hui politique et j'ai engagé, donc j'ai envie de dire, une deuxième vie dans les médias, puisque ça fait quelques années, après avoir fait 14 ans de radio sur RMC, dans une émission populaire. Donc, je suis avec CNews, C8, le groupe Canal+, Europe 1 aussi en radio, donc depuis 4 ans maintenant. Donc j'interviens en tant que consultant, de manière un peu transversale, hein, je suis un éditorialiste politique. Un éditorialiste qui est issu de l'immigration et qui souvent intervient dans des débats assez chauds, notamment dans des débats politiques lors des législatives et des présidentielles. Oui, parce que la France, elle est traversée par des débats qui sont parfois houleux. Hein, donc, on sent que cette société française, parfois, elle a quelques fractures. Et donc, ça génère des confrontations vives, passionnées. Et donc, moi, je donne toujours mon avis avec conviction, avec passion. Je suis quelqu'un du sud de la France aussi. Hein, donc, avec ma verve méditerranéenne, je dis ce que je pense. Ça ne plaît pas toujours, mais ce n'est pas grave. À partir du moment où je suis sincère, c'est le principal. Alors, cette semaine, il y a eu un événement où une polémique qui a éclaté dans les médias français. Bien sûr, c'est une polémique pas politique, mais plutôt dans le monde du sport. C'est les déclarations du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, sur Zinedine Zidane. Des déclarations qui ont créé un véritable séisme médiatique, aussi bien dans les médias que dans le monde sportif. On va regarder les déclarations du président de la FFF, comme on dit, à une année d'intervalle. Ce qu'il disait de Zidane il y a une année et ce qu'il a dit il y a une semaine. Zidane, qu'on renvoie à chaque fois derrière la succession des chants, ça vous agace vous... Pas du tout. On a un très bon rapport avec Zidane, à titre personnel, pour moi. Si Didier arrêtait, oui, si j'étais encore en place, la première personne que je verrais, c'est Zidane, bien sûr. Président Le Graët, ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non? Non, mais il nous a dit qu'il n'était pas intéressé. À moi? Alors, je n'ai rien à secouer, il peut aller où il veut. Non, mais en tant que Français, non? Non, mais en tant que Français. Alors, vous le mettre où, alors? Non, mais dans un club, partir sur une autre sélection, non, ça vous ferait pas mal au cœur. Moi, ça me ferait un peu mal au cœur. Non, vous peut-être, mais écoutez, moi j'ai un cœur assez gros, et je l'ai prouvé. Vous, je sais pas. Vous, c'est peut-être, je sais pas, on n'a pas la même opinion. Il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait tant qu'il veut, en Europe, dans un grand club. Sélection, j'y crois à peine, en ce qui me concerne. Mais vous avez le droit, effectivement, vous, d'avoir un avis tout à fait différent. Oui, mais je parlais pas forcément d'équipe de France, je parlais de le voir entraîner notre sélection. Il n'a pas tenté de vous joindre, là, ces derniers jours, non, Zinedine Zidane, non? Ah, certainement pas, je l'aurais même pas pris au téléphone. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, non, mais pour lui dire... Pour lui dire quoi? Bonjour, monsieur, non, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je vais me mettre d'accord avec Didier. Alors, ces images ou ces déclarations ont créé une grosse polémique, d'abord dans le monde du sport, mais ensuite, ça s'est transformé en véritable affaire politique. Oui, ça a pris une dimension politique parce que personne ne s'attendait à de tels propos envers un garçon comme Zinedine Zidane, qui est une légende dans le monde du sport français, une légende du football, qui est le sport le plus populaire en France, mais pas seulement, et qui n'a jamais fait état, Zinedine Zidane, de polémique sur quoi que ce soit et avec qui que ce soit.
Là, Très discret d'ailleurs. Très discret, qui n'est jamais parle venu sur rarement le dans terrain les médias. politique d'ailleurs, Ouais. Zinedine Zidane, qui ne parle pas de ses engagements, et il en a, qui ne parle pas de ses convictions, et il en a, Tout à et fait. qui s'est contenté et qui s'est satisfait de jouer au football, d'être le meilleur joueur de la planète, de ramener la Coupe du Monde donc, en France. De faire de très belles choses avec le Real de Madrid et la Juventus de Turin. Quand Noël Le Graët tient de tels propos, ça interpelle, ça crée une émotion dans la Tout à communauté fait. nationale française, au-delà des gens issus de l'immigration, donc qui sentent une proximité avec Zidane, ça va au-delà. Et on se dit que cette affaire fait suite quand même à une autre affaire, qui est celle de Karim Benzema, Tout à fait. qui est parti un peu trop vite du Qatar lors de la Coupe du Monde pour rejoindre le Real de Madrid sur une blessure supposée. Blessure supposée qui a été un peu remise en question puisqu'il a joué plus rapidement que prévu avec le Real de Madrid, donc cela signifie qu'il pouvait jouer avec l'équipe de France. Il est parti par la petite porte alors qu'il venait d'avoir le Ballon d'Or quelques semaines avant, Karim Benzema, des propos tenus sur Zinedine Zidane, point commun entre ces deux Français d'origine algérienne. Est-ce que s'ils étaient, Karim, est-ce qu'ils étaient d'autres origines, disons polonaises ou allemandes ou espagnoles ou ailleurs, est-ce qu'on aurait eu les mêmes réactions? Parce qu'avec Benzema, c'est une vieille histoire. On a sorti beaucoup de choses à Benzema avant qu'il soit réhabilité, entre guillemets. Et ensuite, Zinedine Zidane. Est-ce que cette origine revient à chaque fois à la face de celui, même si vous avez été celui qui a été derrière la Coupe du Monde en 98 pour Zidane, malgré ça, on vous rappelle toujours vos origines? Oui, on a l'impression que ces origines, elles posent problème. Elles posent problème et on les ramène toujours à ces origines, donc ces joueurs-là. Et d'ailleurs, quand vous regardez la composition de l'équipe de France, en dehors de Karim Benzema, qui est parti très rapidement, on l'a dit, il n'y a pas de Français d'origine maghrébine dans l'équipe de France. Il n'y en a pas. Or, des Français d'origine maghrébine qui jouent au football et qui jouent très bien au football, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, permettez-moi ouais. de vous le dire. Donc, et comme par hasard, dans cette équipe de France, il n'y en a pas de présélectionnés. Deschamps, est-ce que c'est à cause de lui? Non, je pense que c'est un contexte général. Mais ça Le football, arrange. on dit toujours le football fait partie de la société. Quand on a des violences dans les stades, on dit on a des violences dans la société, donc il y a des violences dans les stades. Quand on a une forme d'ostracisme dans la société, ben on a un ostracisme dans le football. Donc, et je pense qu'il y a des réalités qu'il faut aborder. La France a été traversée par un débat, une polémique, vous vous en souvenez tous, il y a quelques années, qui était la Exactement, politique ouais. des quotas à la Fédération française de football. Tout à fait, tout à On fait, a osé parler de quotas. Ça a été enfin, enregistré en catimini, hein, donc Par c'est qui? par des gens de la FF. Mohamed Belkacemi, Voilà, qui était exactement. cadre DTN Cadre- à l'époque. Encore un Français d'origine algérienne, qui a été outré par ses propos et qui les a fait sortir qui a créé une polémique. de la salle de réunion privée. Et une polémique à juste titre, parce que ses propos étaient scandaleux, parler de quotas dans le pays de la République, qui prône liberté, égalité, fraternité, c'est un peu fort de café. Malgré le fait que l'équipe de France, ou les Bleus, ceux qui font la gloire de l'équipe de France, à citer Mbappé par exemple, ne sont pas des Français d'origine. Ce ne sont pas des Français d'origine, mais encore une fois, Mbappé, donc, on ne le voit pas avec des origines d'Amizour, par exemple. On n'en parle jamais ou rarement. Donc, et Mbappé, donc, tant qu'il marquera des buts et tant qu'il sera le meilleur, je pense qu'on le glorifiera. C'était le cas pour Zidane en C'est le cas 98. pour Zidane. Bon, en Mais France, il a été un peu lynché quand il y a eu le coup de boule tête. contre Le coup de tête, on a dit contre. c'est peut-être ces gènes qui remontent à la surface. tout ça, Je veux dire, tout vous à fait. savez, c'est français d'origine algérienne, qu'on le sent chaud. Enfin, on commence après à fantasmer autour du tempérament, donc, comme si dans notre ADN, on avait donc, des velléités à faire état de violence. Non, ça signifie quand même que cette société française est traversée par des fractures, qu'elle ne vit pas sur le plan identitaire son évolution sereinement. Abordons les choses telles qu'elles sont. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. C'est une réalité. Karim, on vous a vu dans CNews et C8 également, dans un débat face à face avec Eric Zemmour, qui Ouais. représente l'extrême droite, autant qu'au Bordella, qui est donc du Rassemblement national. Et vous avez évoqué Il a eu justement... un clash avec Bordella. Oui, des clashs plusieurs fois, ça a été bien vu sur le YouTube, etc., sur les réseaux sociaux. Vous évoquez la fracture. Est-ce que vous pensez que l'extrême droite française, qui est en train de monter malgré les résultats, bon, on l'a vu dans les résultats de la présidentielle, est-ce que cette extrême droite, avec les idées de grand remplacement, etc., est en train d'augmenter cette fracture au sein de la société française? Je vais vous surprendre. Je pense que l'extrême droite représente évidemment un problème parce que son logiciel et que ce qu'il véhicule est très loin des valeurs humanistes. Mais il n'y a pas que l'extrême droite. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas dans des partis dits d'extrême droite qui n'ont jamais favorisé l'émergence des Français issus d'immigration. Dans le socialisme, par exemple?
les socialistes, la droite républicaine. Je pense qu'ils ont toujours tenté d'avoir quelques alibis, mais l'émergence des Français d'origine maghrébine, pas les seules compétences, par leur charisme, par leur travail, pose souci parce que quelque part, ça oblige à laisser la place. Et laisser la place, ça n'est pas facile, dans quelques domaines que ce soit. Donc, effectivement, si on en a vu beaucoup en sport, en général, c'est parce que le sport, c'est la performance. Qui est indiscutable. C'est le chrono pour l'athlétisme, c'est les qualités footballistiques pour un footballeur. Bon, en politique, dans les médias, dans la vie économique, c'est plus compliqué que ça parce qu'on vous choisit. Et quand on doit choisir, à compétences égales, on choisit rarement les Français d'origine maghrébine. Je le dis alors que je n'ai jamais été dans la victimisation, parce que je refuse cette posture-là. J'ai toujours été dans une posture offensive. La tête levée, fier de nos origines, fier d'être français, il n'y a pas d'incompatibilité. Je veux dire, donc, on fait notre place par le travail, par le mérite, et ça me va très bien comme ça. Tout à fait, mais il est vrai que nous devons constater, et c'est le thème de votre émission, donc disons-le clairement, que dans le monde médiatique, il y a très peu de Français d'origine maghrébine visibles. Il y en a beaucoup derrière la caméra, il n'y en a pas beaucoup devant. Mais justement, le traitement de l'information sur les affaires de Zidane et Benzema ont été un petit peu particulières dans les médias, notamment les chaînes d'information CNews, BFM TV, LCI. On sent qu'il y a un acharnement sur ces deux personnalités sportives qui sont d'origine maghrébine. En même temps, on ne laisse pas des consultants, des sportifs, des anciens joueurs d'origine maghrébine commenter cette affaire. Et là où vous avez raison, c'est que pourtant on a deux personnalités très différentes. Vous pouvez tous le remarquer. Tout à fait. Karim Benzema qui revendique son appartenance à l'islam, il dit souvent alhamdoulilah, donc il se présente parfois en camis, donc sur des réseaux sociaux, et tout, bien sûr, donc il affirme ses origines. Il fait le ramadan, c'est pas un problème, bien sûr, donc et sa religion. Zinedine Zidane a été toujours beaucoup plus discret avec ça. Très discret. Donc, il ne parle jamais de sa religion, on ne sait même pas s'il en a une, il ne parle jamais de ses origines, pourtant il fait beaucoup de choses pour la Kabylie, il a une fondation avec son papa. Il est d'origine de Béjaïa. Origine de Béjaïa, Bourkhlifa pour être plus précis, donc il fait des choses, il en parle très peu. Donc ces deux personnalités qui ont des comportements différents, malgré tout sont ciblées par les instances du football français. Ça pose donc la question que ce n'est pas le comportement qui dérange, c'est ce que vous êtes. C'est l'origine. Et ça, oui, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous représentez. Donc, et ça, c'est un vrai sujet. Et c'est un vrai sujet qu'on peut étendre au-delà des deux cas de ces deux grands footballeurs. C'est la présence musulmane qui gêne ou c'est les potentiels islamistes ou terroristes en France? Moi, je pense qu'on fait une confusion qui est gravissime dans ce pays, dans ce grand pays qu'est la France, que j'aime. Moi, je suis né en France, je suis français d'origine algérienne, je suis fier d'être français, je suis fier d'être d'origine algérienne, et il va falloir qu'il s'y fasse, parce que comme moi, il y en a des millions. Mais la réalité, c'est qu'au lieu de combattre le terrorisme et l'islamisme qui nous posent problème à tous, souvent, ils donnent l'impression de combattre les musulmans. C'est une faute politique majeure. Vous pensez qu'il y a une haine contre l'islam en France ? Vous pensez qu'il y a une haine contre l'islam en France ? Je pense qu'il y a une méconnaissance de l'islam, qu'il y a une peur de l'islam. Pour certains Français, elle ne se transforme pas en haine et nous avons le devoir de les rassurer, leur expliquer que l'islam est une religion de paix, qui ne remet pas en cause les préceptes et les valeurs de la République et de la laïcité. Donc, mais pour certains, je pense qu'on veut se cacher derrière l'islam pour refuser à la fois celui qui ressemble à l'étranger, celui qui est d'origine maghrébine et qui a une histoire peut-être avec la guerre d'Algérie qui fait encore du mal dans l'esprit de certains, et puis celui qui est musulman aussi tout court. Oui, pour certains, il y a une haine, pas pour tous les Français. Moi, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac parce que je lutte contre toute forme d'essentialisation. Quand on dit les musulmans, ça me pose problème. Quand on dit les Français sont racistes, ça me pose problème. Les Français ne sont pas racistes. La France n'est pas raciste, mais il y a quelques Français racistes. Reda, tu voulais intervenir sur le sujet ? Oui, je voulais intervenir pour apporter quelques précisions. En fait, l'acharnement, il était beaucoup plus dirigé contre Karim Benzema, et ça fait depuis maintenant plusieurs années. Zidane, lui, il était plutôt à l'ombre, mais comme ça. Mais il a bénéficié d'un soutien très large. Hein. Même le président de la FFF a été un petit peu lynché par les anciens joueurs de l'équipe de France. Il a été lâché par la FF puisqu'il a été mis à l'écart. Donc ça s'est retourné contre lui. Mais ça, c'est tout récent. Il faut voir que ça fait depuis une décennie
qu'une partie de la presse et même de l'opinion publique française qui a été travaillée par certains partis politiques s'acharne sur Karim Benzema, disant que la particularité de ces deux joueurs, il faut préciser que ce sont des joueurs qui ont évolué essentiellement au Real de Madrid pour Karim Benzema et en partie pour Zinedine Zidane. Et en Espagne, les Espagnols ont toujours reconnu donc, les mérites de ces deux joueurs, n'ont jamais cherché à savoir de quelle origine ils étaient, à partir du moment où ils ont fait les beaux jours du Real de Madrid. Mais en réalité, la situation ne pouvait qu'empirer parce que Zidane et Benzema sont solidaires l'un envers l'autre. Et donc, à partir du moment où Zinedine Zidane avait des prétentions, ne serait-ce que pour devenir sélectionneur ou entraîneur de l'équipe nationale de France, à un moment donné, vu la conjoncture politique actuellement dans l'Hexagone, il ne pouvait que subir l'effet de boomerang. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, même si en Europe occidentale, il y a une montée des partis d'extrême droite, mais ce qui se passe en France actuellement est propre à la France, parce que vous avez des pays voisins comme la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Italie, n'ont pas ce genre de problème. En Allemagne, si. L'Allemagne... Avec les joueurs turcs. Ouais. Avec les joueurs turcs, mais ça ne prend pas une connotation... C'est des cas particuliers. C'est des cas très particuliers, mais ça ne prend pas une connotation religieuse ni raciale même. Hein. Dans le cas de la France, c'est particulier. Donc le paysage politico-médiatique a fini par déteindre sur le football, parce que dans le domaine du football, c'est, je dirais, une des rares activités sportives où des gens qui sont d'origine immigrée et principalement originaires d'Afrique ont pu s'imposer. Et donc, en fait, on peut se poser la question, est-ce qu'en France aujourd'hui, on est prêt à accepter, ou est-ce qu'on accepte l'émergence d'une bourgeoisie qui serait autre qu'une bourgeoisie d'origine européenne? C'est ça la question. C'est cette... Oui, la question c'est celle-là, mais je pense qu'on peut même élargir la question. Il y a des sujets qui sont traités un peu avec hystérie en France, vous l'avez tous remarqué, les questions de l'immigration, de la gestion des flux migratoires, on va le dire comme ça. Donc, est une question qui soulève toujours des passions. Et on a du mal à en débattre sereinement. Or, on peut comprendre que chaque nation a envie de gérer ses flux migratoires. Et on pourrait estimer que la France ait envie de moins accueillir d'immigrés. Ce n'est pas un drame, je veux dire, c'est un choix politique qui peut s'entendre pour mieux intégrer ceux qui sont déjà sur notre sol, donc pourquoi pas. Mais de ce sujet-là, si on l'ajoute à la question de l'islam que j'évoquais tout à l'heure, et un islam qui est visible aujourd'hui. Or, l'islam de nos parents était un islam invisible, donc tant par la tenue vestimentaire que par l'affirmation identitaire. Aujourd'hui, les jeunes Français d'origine maghrébine se définissent Français de confession musulmane. Ça bouscule les habitudes. Les gens ont peur parce qu'ils disent que cette religion prend de plus en plus de place dans la société française. Et de surcroît, troisième sujet, dans la religion chrétienne, qui est la religion, on va dire, majeure, de base de ce pays, de par son histoire, on a, je dirais, un désintérêt pour la religion. Moins de monde dans les églises, les Français se définissent comme étant non-croyants, pour beaucoup d'entre eux, tous les sondages le disent, donc ils sont majoritaires aujourd'hui. Les athées en France, ils sont à 51% dans les sondages. Donc, et on se dit, immigration, présence musulmane, une jeunesse française d'origine maghrébine qui s'affirme, qui fait des études, qui occupe des responsabilités. Parce que on peut parler des trains qui arrivent en retard. Moi, je peux vous parler des heures des trains qui arrivent à l'heure. Des gens qui sont directeurs dans les grandes institutions françaises, qui ne font pas de bruit, qui sont les invisibles, qui ont des responsabilités dans le monde économique, dans les entreprises privées. Mais on ne les voit pas dans les médias. On ne les voit pas dans les médias. Justement. On les invisibilise dans la société française en général, parce que vous en voyez beaucoup dans la vie politique, vous? Non, pas du tout. Est-ce qu'un jour, Karim, je voulais poser une question justement, pour aller dans votre sens, est-ce qu'un jour il y aura un candidat aux élections présidentielles issues de l'immigration maghrébine? Dans la fiction, puisqu'il y a eu on a vu dans la fiction, il y a une série dans le cinéma, dans les séries, mais est-ce que cela sera possible? Moi, je pense qu'au plus vite cela nous arrivera, au mieux ce sera pour le pays, parce que c'est quand même une élection suprême, majeure, qui mobilise l'esprit des Français et qui met en place des débats qui sont essentiels tous les 5 ans.
Et moi, j'espère qu'on aura une candidature d'un Français d'origine maghrébine, très rapidement, avec une émergence de quelqu'un de brillant, compétent, charismatique, qui a la place. Ouais. Donc, et quand je vois parfois les candidatures, permettez-moi de sourire, je me dis que ceux qui font de la politique et qui sont de nos origines n'ont pas à avoir honte de poser une candidature pour la présidentielle. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas présenté? Vous avez quand même un charisme, vous avez une personnalité, vous avez quand même vos chances, non? Parce que moi j'ai fait vous le étiez choix candidat, vous étiez un homme politique très présent à Marseille. Européen, oui, mais j'ai fait le choix de m'écarter de la vie politique, parce que j'estime que la vie politique, parce qu'elle est devenue, ne me passionnait plus. Je trouve que les débats ne sont pas des débats de fond, on est plutôt dans des postures, c'est des débats de punchline, on a des appareils qui verrouillent tout, et si vous êtes élu, est-ce que vous pouvez vraiment faire bouger les choses? Parce que moi, ce à quoi j'aspirais quand je faisais de la politique, c'était faire bouger les choses. C'est pas possible. possible. Je suis un homme d'action. C'est compliqué. Pourquoi? Parce que vous êtes d'origine maghrébine? Non, parce que je pense que la société française a des rigidités, comme la société algérienne peut en avoir, comme toutes les sociétés en ont. Il y a des rigidités, il y a une administration qui est très pesante, il y a des jeux de coalitions politiques qui sont lourds, et tout ça, ça annihile l'action de mon point de vue. Tout à fait. Donc c'est pour ça que moi je suis bien dans le monde aujourd'hui médiatique, je dis ce que je pense avec mes convictions, le monde économique me permet aussi de m'épanouir, et je crois malheureusement que les grands talents qui réussissent dans le privé ont de moins en moins d'appétence pour la politique. Et c'est dommage, parce que normalement, si vous réussissez dans le privé, le cheminement naturel et normal serait de vouloir faire de la politique pour servir l'intérêt général. Or, cette dimension-là tend à se perdre, on peut le regretter. Alors, est-ce que sur CNews... Pardon. Oui, alors je voudrais justement rebondir là-dessus. Pour parler de l'expression de la diversité dans les médias français, on va voir ces extraits ou un zapping des principaux présentateurs d'origine maghrébine, dont vous êtes aussi chroniqueur sur CNews, et après on revient le débat sur la représentation des Français d'origine maghrébine à l'écran ou dans les télévisions françaises. Bonsoir. La Roumanie se prépare donc à finir l'année 89 dans la liberté. Une liberté chèrement acquise, on le sait. 1990 sera pour les Roumains l'année des premières élections libres depuis bien longtemps. Comment les habitants de Bucarest préparent ce premier réveillon de l'après-Ceausescu? C'est ce que nous allons savoir immédiatement en retrouvant en direct sur place l'un de nos envoyés spéciaux, Stéphane Magnier. Stéphane? Je suis candidate à ce qu'on ait un peu plus de bon sens, et quand je dis le on, je m'inclus véritablement. Mais quelque chose qui m'a frappé, c'est ce qui m'a donné l'idée de ce livre, c'est que quand vous dites bon sens, y compris sur un plateau de télévision, vous avez remarqué tout le monde vous regarde avec un air un petit peu suspicieux en disant bon sens, c'est un peu ringard, c'est un peu désuet, le bon sens c'est un petit peu le monde d'avant, le bon sens c'est populiste. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui a pu nous arriver justement pour oublier en fait cette valeur cardinale qui est la nôtre? Alors je voulais modestement, non pas la réhabiliter, mais... Des chiffres qui entraîneraient à coup sûr un troisième confinement. Alors, voyons justement ces curseurs qui font craindre le pire. La semaine du 15 au 21 février, Nelly, la courbe de contamination a augmenté, tenez-vous bien, de 8%. Et c'est ça qu'il va falloir qu'on pose, c'est collectivement, y compris nous journalistes, c'est à quelle mascarade on est en train de participer à partir du moment où on a... Attends, laissez-moi terminer. À partir du moment... Vous ne pouvez pas parler de mascarade quand on parle d'élection. Non. On parle de mascarade quand on est obligé de commenter une élection avec 2 Français sur 3 qui n'ont pas été votés. Laissez-moi terminer. Voilà, c'était des moments de télévision. Bien sûr, on a commencé avec Rachid Arabe, le premier présentateur d'origine maghrébine à présenter le JT de Antenne 2 à l'époque, en 98 je crois. Et puis, on a terminé avec vous, Karim. C'était un grand moment avec le débat contre Éric Zemmour. Oui, il était attendu ce moment. Il était attendu parce que Éric Zemmour, j'ai envie de dire, irritait les esprits de beaucoup d'entre nous et de beaucoup de Français, quelles que soient leurs origines.
des débats un peu, des propos nauséabonds souvent, essentialisant toute une communauté et ne portant pas du tout l'idée d'une communauté nationale unie, fraternelle, et donc il me semblait nécessaire de remettre un peu les points sur les barres sur les T en lui expliquant que dans la société française, il y avait énormément de Français qui me ressemblent et qui occupent des postes à responsabilité essentielle, sans lesquels la société française ne fonctionnerait pas. Je lui ai même mentionné lors de ce débat que 20 à 25% des militaires français, si on s'engage dans l'armée et qu'on est dans la défense nationale, c'est qu'il y a quand même un investissement, un engagement qui n'est pas mineur, étaient musulmans. Donc, et que ça ne posait aucun problème à l'armée française qui prenait en compte et respectait leur religion. Donc c'était intéressant de pouvoir se confronter à quelqu'un qui déroule souvent tout seul, fait beaucoup de révisionnisme quand il parle d'histoire, et fait état d'une culture générale, certes, qui existe, mais qui est souvent déformée et instrumentalisée pour générer de la haine dans la société française qui n'en a pas besoin. Karim, vous avez vu que lors des élections présidentielles, les Français ont sanctionné Zemmour. Ça veut dire que le discours n'est pas un discours majoritaire, malgré que l'extrême droite a aussi eu des voix. Mais pourquoi Zemmour, qui lui-même porte un prénom d'origine suédoise et un nom d'origine amazigh, maghrébine, a-t-il voulu à un moment donné focaliser le débat sur les prénoms? Et vous l'avez attaqué d'ailleurs beaucoup sur cette question. Pourquoi cette question des prénoms? Moi je pense, je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, je pense qu'il a un problème identitaire, personnel. Personnel, oui. Personnel. Je veux dire, et que sa thérapie... C'est une frustration, quelque part. Pardon? C'est une frustration. Oui, une forme de frustration, de déni de ce qu'il est, de l'histoire de sa famille, de ses aïeux. Et quelque part, sa thérapie, c'est de générer une forme de rejet de tout ça. Et dans le rejet de tout ça, c'est le rejet de lui-même, de son histoire, de sa personnalité, qu'il met en place. Donc, d'abord que ce garçon gère ses problèmes avec lui-même avant d'en créer donc dans la société française. C'est quand même ce que j'ai envie de lui dire. Après, vous avez raison de le dire, la société française l'a quand même sanctionné gravement. Oui. Il a eu une visibilité médiatique qui a été sans commune mesure. Sur CNews notamment. Donc, sur CNews notamment, mais parce qu'il avait une émission, et une émission qui marchait très bien. Oui. Donc, avant qu'il soit déclaré candidat. Donc là, à la limite, c'est le choix qui a été fait. Et je pense que quand il est parti en campagne, BFM en a parlé autant que CNews et toutes les autres chaînes ont profité parce qu'il faisait le buzz partout où il passait. Est-ce que ces chaînes l'ont aidé dans sa campagne? La preuve que non. Ouais. Parce qu'il a fait 7%. Au contraire, ils ont aidé à ce que les Français sachent qui c'est. Donc au plus vous le médiatisez, au plus vous savez qui c'est. Et donc vous n'avez pas envie de voter pour lui. Alors on a vu justement parmi les images qu'on a diffusées, certains chroniqueurs ou journalistes qui sont sur les télévisions, notamment les télévisions d'info, il n'y a pas une forte présence des Maghrébins ou même des Français d'origine africaine sur les écrans. À quoi est dû, d'après vous, cette absence de diversité? Vous avez oublié Leïla Kadour, si je peux me permettre. Leïla Kadour, oui, tout à fait. Qui présente le 13h. Je dis ça parce que je pensais à Rachid Arabe il y a quelques années. Et donc je me disais finalement... On n'a pas voulu mettre tout le monde, parce qu'il y a aussi Brakni sur BFM TV. Il y a aussi Léa Salamé aussi. Léa Salamé, d'origine libanaise et tout. Karim Rissouli aussi. Karim Rissouli et tout. Il y a quand même une diversité, mais elle n'est pas importante. Quelques-uns. Elle n'est pas importante. Elle pourrait être plus importante au prorata de ce que nous représentons dans la société française. C'est une évidence. Vous dire quoi? Que les rédactions ne pensent pas à ce type de journaliste, à ces caractéristiques-là. Est-ce que cette émergence va se faire au cours des prochaines années? Je pense qu'on a reculé sur le phénomène. Il y avait eu des initiatives qui avaient été prises il y a quelques années avec tous les patrons de chaînes qui avaient permis à toute une génération d'émerger devant la caméra et derrière la caméra. Et curieusement, on a l'impression que la dynamique s'est affaissée et qu'il n'y a plus d'élan. Et donc on en a beaucoup moins aujourd'hui. Donc moi je ne peux que le regretter parce que la société française elle est diverse, donc et ne pas assumer cette diversité dans les médias, quelque part c'est une faute professionnelle de la part des patrons de chaînes, donc, mais plus encore c'est mettre à mal la société, la communauté nationale parce qu'ils ont un vécu, ils ont des convictions, ils ont une histoire ces gens-là, il faut bien à un moment donné qu'ils soient visibles et qu'ils partagent dans les débats. Moi quand je suis en débat sur CNews,
c'est Karim Zeribi qui parle, mais Karim Zeribi avec tout ce qu'il est, son éducation, son histoire, ses origines, ses valeurs, sa formation, et c'est nécessaire au débat, je dirais, public, au débat médiatique. Karim, je voulais, pour permettre l'État, vous laissez permettre Tu ne l'as pas laissé prendre la parole. Non, une petite question, parce qu'il a parlé de CNews, et on sait que Cyril Hanouna, donc vous êtes dans son émission, a suscité la polémique ces derniers temps, parce qu'il a carrément insulté un député. Vous en pensez quoi de ce comportement à l'écran? C'était en direct à la télévision. Écoutez, je ne vais pas être objectif. Et accordez-moi je dirais, cette authenticité et cette vérité. Cyril Hanouna, j'ai monté une émission avec lui qui s'appelle Balance ton poste. Balance ton poste, ouais. Qui marchait très bien, une émission de débat politique tous les jeudis qui a cartonné en termes d'audience. Ouais, ouais. C'est un garçon que j'aime bien, qui est entier et qui ne peut pas laisser indifférent. Parce que comme toutes les personnes entières, il est clivant. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui le détestent. Bon, moi, je ne fais pas partie des gens qui le détestent, sinon je n'aurais pas travaillé avec lui. Est-ce qu'il est allé trop loin d'insulter un député? Je ne vais pas vous dire que non. Évidemment qu'il n'aurait pas dû insulter un député. Mais ce député n'était pas n'importe quel député. C'est un chroniqueur aussi dans l'émission. Bon. Hein, donc ça veut dire que il y avait un petit conflit d'intérêts. Il y a quand même aussi une part qui peut être laissée au doute quant à la manière dont Cyril accueillait ce député. Il l'accueillait en tant qu'ancien chroniqueur, en tant que copain, avec qui il avait fait une émission. Et puis l'autre s'est quand même pris très au sérieux, dans une posture un peu sur le piédestal. Il a attaqué Bolloré. Donc il a attaqué Bolloré d'emblée alors que ce n'était pas le sujet, et qu'il a quand même bénéficié quand même de quelques deniers quand il avait des cachets sur C8 qui bénéficiaient de Bolloré. C'était pas non plus très, très digne ce qu'il a fait ce député dans la manière dont il est rentré dans l'émission. Sans le dire à Hanouna, il aurait pu lui dire avant, écoute, je te préviens, donc je vais mettre les pieds dans le plat, je vais parler du grand patron. Il n'aurait pas laissé aller sur le plateau sinon, hein. Non, je pense que Cyril n'aurait pas été surpris, il aurait préparé un contre-argumentaire qui aurait été peut-être différent. Oui. Donc voilà, il a semblé être un peu pris au dépourvu. L'autre n'est pas apparu comme étant non plus très sain dans la manière de faire. Il n'aurait pas dû l'insulter, mais l'autre n'aurait pas dû venir sur ce terrain comme il l'a fait. Donc voilà, donc je pense que après moi je suis fidèle en amitié. Donc c'est peut-être un défaut, parce que la fidélité, c'est pas très courant aujourd'hui dans nos sociétés. On trahit vite, donc on poignarde vite les gens dans le dos. Moi, Hanouna, j'ai une amitié pour lui, donc je la maintiens. Mais en même temps, Karim, ce courant-là de révisionniste, il va très loin. Quand vous voyez des écrivains comme Michel... Vous revenez sur Zemmour, là. Je dépasse Zemmour pour... je vais plutôt vers un écrivain qui s'appelle Michel Houellebecq et qui ne s'est pas gêné ces derniers temps pour lancer carrément des appels au meurtre, hein, lorsqu'il parle d'un Bataclan à l'envers et que ni à gauche ni à droite, personne n'est venu le contredire. Donc ce sont des propos qu'on peut... Il a été quand même critiqué. On ne les entend pas beaucoup. Ceux qui ont pu répondre aux propos de Michel Houellebecq, on ne les entend pas beaucoup. Donc moi je dis que ce sont carrément des appels au meurtre vis-à-vis d'une communauté qui a tendance de plus en plus à essentialiser. Et il dit clairement il faut les expulser de France et de Navarre. Donc il ne faut pas s'étonner par la suite qu'il n'y ait pas de journalistes ou qu'il n'y ait pas de, je dirais, de Maghrébins qui soient visibles et que des joueurs comme Benzema ou Zidane soient eux aussi essentialisés. Donc même si de temps à autre il y a des réactions, mais le spectre politico-médiatique, il demeure quand même très en retrait par rapport à des gens qui sont toujours dans la provocation, mais on sait très bien que la provocation verbale, que la violence verbale précède la violence physique. On l'a vu en Allemagne, juste avant la Seconde Guerre mondiale, avec Mein Kampf, ce que ça a donné par la suite. Donc on ne peut pas ignorer cet aspect des choses. Voilà. Et puis, il y a aussi parfois certaines manipulations, parce que quand on parle d'Éric Zemmour, on le présente toujours comme étant un juif berbère, alors qu'à ma connaissance, il serait plutôt un juif arabophone, originaire de la région de l'Alma, et que pratiquement toute sa famille, même s'il a un prénom qui est d'origine berbère, mais comme beaucoup d'Algériens, le nom est plutôt d'origine berbère, mais il est plutôt issu d'une famille arabophone. Mais aujourd'hui en France, le terme arabe
et ostracisés aussi. Et les gens ne se gênent pas pour faire pour manipuler même leurs propres origines. Pourquoi se présenter comme étant... Il y a des juifs berbérophones qui sont très minoritaires, et il y a des juifs arabophones, comme l'est par exemple Enrico Macias, et d'autres encore, vous voyez. Donc, il y a un point sur lequel j'aimerais rebondir par rapport à ce que vous dites, c'est ce qui nous pose souci en France aujourd'hui, c'est l'absence de discernement dans les débats. Tout à fait, ne sait plus faire preuve de discernement. Et même chez les intellectuels que vous avez cités, puisque Michel Onfray, Michel Houellebecq, sont des intellectuels. Je veux dire, même si leurs propos sont outranciers, ce sont des intellectuels. Et chez ces intellectuels-là, il n'y a plus de discernement. L'essentialisation que nous évoquons, elle sort de leur bouche, de leurs écrits. C'est gravissime. On n'était pas habitué à ça. On était habitué à ce qu'il y ait un peu d'outrance chez les Le Pen, dans certaines franges de la population, dans certains partis, dans certaines classes sociales, où on n'avait pas beaucoup de culture générale. Là, on est chez des gens, on a un écrivain qui est connu mondialement, Michel Houellebecq, qui dit, parlant des musulmans, ils nous volent, ils nous tuent. Vous vous rendez compte, je veux dire, les termes durs, forts. Alors, ça n'excuse pas les patrons de chaîne de ne pas être capables, eux, d'en faire du discernement et de ne pas mettre à l'antenne des Français d'origine maghrébine ils ont donné un peu l'occasion. Ils ont donné l'occasion au recteur de la mosquée de déposer plainte de Paris, d'être invité dans une émission. Oui, il a déposé plainte, mais il s'est exprimé. C'est rare d'offrir un petit peu une tribune dans les médias de chaîne continue. Et poussons le bouchon un petit peu plus loin. Parce que un petit peu, il faut le dire, hein, les musulmans sur les chaînes de télévision françaises sont mal représentés. Quand on voit un Chelroumi qui est multimédiatisé et qu'un recteur de la mosquée de Paris qui est souvent écarté des écrans, c'est pas normal. Oui, alors les musulmans sont mal représentés par des gens qui ne savent pas parler d'islam comme ils devraient en parler. Donc, ils sont écartés des chaînes de télévision, des plateaux, hein, oui, il faut le dire. Ils sont pas parce qu'il y a quand même des intellectuels musulmans qui peuvent défendre l'islam ou expliquer l'islam comme les gens le présentent, quoi. Donc souvent, le faux discours sur l'islam crée des tensions entre communautés et bien sûr entre religions. Je ne sais pas s'ils sont écartés, en tout cas, ils ne sont pas invités, ça c'est certain. Ils sont pas, c'est ça. Donc, après, le recteur de la mosquée de Paris a très bien fait de déposer plainte, Shamseddine Hafiz, contre Michel Houellebecq. J'aurais aimé qu'il aille au bout, je vous le dis franchement. J'aurais aimé que ça ne se solde pas par, je dirais, une plainte retirée après avoir pris un café avec lui par l'intermédiaire du grand rabbin de France. Qu'on discute avec Houellebecq, ça ne me pose pas de problème. Qu'il aille le rencontrer, ça ne me pose pas de problème. Mais je pense qu'il aurait fallu marquer le coup jusqu'au bout avec cette plainte pour démontrer que la communauté musulmane, on ne la piétine pas. Donc on ne s'essuie pas les pieds dessus, on ne l'insulte pas. Je pense que notre faiblesse, si je puis parler ainsi, vous me pardonnerez, là pour le coup de m'associer à une communauté au sein de la communauté nationale, et ça n'est pas faire preuve de communautarisme, parce qu'on peut avoir des affinités communautaires sans être communautariste. Ça aussi, je veux dire, c'est des débats qu'on a du mal à avoir en France. Que je me sente plus proche d'un Français d'origine algérienne, c'est pas un drame. Je veux dire, c'est nos histoires qui sont communes. Les Juifs entre eux sont proches, les chrétiens entre eux sont peut-être plus proches, les Espagnols, les Arméniens, les Espagnols d'origine, les Italiens d'origine sont proches, les Portugais sont proches entre eux. Ça pose de problème à personne. Quand nous on est proches, c'est du communautarisme. Donc, bon, attendez, laissez-moi terminer. Ce que je veux dire par là, c'est que nous souffrons d'une absence d'organisation. La diaspora, comme on dit, d'origine maghrébine, algérienne en particulier, n'est pas organisée. N'est pas structuré. Et encore une fois, pas de manière communautariste, je dirais juste dans une forme, j'ai envie de dire, d'entraide, de solidarité, qui devrait monter au créneau quand on insulte l'ensemble de la communauté, quand on essentialise. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, j'espère qu'à l'avenir, on pourra rendre compatible notre adhésion et notre attachement à la République et notre capacité à être un peu mieux organisé, justement pour défendre les valeurs. Voilà, merci Monsieur Karim Zeribi, merci Faisal, merci Reda.
Cette émission est terminée. Nous avons eu la chance de vous avoir sur le plateau. Je vous laisse le dernier mot pour parler un petit peu de Al24 News et son avenir dans le paysage audiovisuel. Et j'espère qu'il sera présent un petit peu dans l'Hexagone et un petit peu en Europe. Mais moi, je vous remercie de votre invitation parce que je suis de passage en Algérie. D'ailleurs, pour voir aussi des matchs de la CHAN, de ce championnat d'Afrique des Nations, avec de très belles infrastructures en Algérie. L'Algérie est en mouvement. Moi, c'est ce que je note de ce déplacement. Donc l'Algérie nouvelle, c'est pas une promesse, ça devient une réalité. Et pour le Français d'origine algérienne que je suis, c'est rassurant et réjouissant. Et la création et l'existence de votre chaîne participent de cette réjouissance. Je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait des canaux d'information qui dépassent les frontières du pays. Et c'est ce que vous faites depuis un an brillamment. Et je vous en félicite parce que je suis de France, Merci. quelques émissions que vous organisez. Il est temps que vous ouvriez un petit bureau à Paris Ça pour pouvoir diffuser va venir, monsieur. de la capitale française. Vous serez notre premier invité, je vous Avec le promets. un grand plaisir. Je vous le promets. Merci. Cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un sujet aussi important sur les médias et le cinéma. Merci, au revoir.